J'ai vécu une enfance à Alger, en Algérie. Je suis né en 85 et nous, les événements ont commencé en 89, où j'ai commencé l'école primaire, etc. Donc du coup, c'était une enfance sous bombardement, quoi. Donc c'était les des années de terrorisme et tout, la guerre civile, qui a duré après 15, pratiquement 20 ans, quoi. Donc enfance, adolescence, post-adolescence et puis futur adulte, quoi. Pour survivre et justement faire travailler l'imagination, etc., fallait créer un quotidien, quoi, créer des choses, quoi, dans ma tête. Et puis la nécessité, le besoin, pas le manque, mais la nécessité, le besoin de vivre autre chose de ce qu'on voyait à la télé, de ce que les parents racontaient, les voisins, tout ça et tout. Essayer de me protéger. Nous, pendant la guerre civile, il y avait pénurie de livres scolaires et de contes et tout ça, quoi. Donc on pouvait pas acheter ça comme ça dans des librairies, etc. Et du coup, ben, je dessinais, je racontais des histoires pour ma sœur, à ma sœur, quoi. Donc du coup, je faisais, voilà, je prenais des feuilles A4, je dessinais des choses par-ci, des choses par-là, et puis je mettais des légendes et ça faisait un peu. Et je coloriais, je fakeais le truc pour ma sœur, et elle pensait que c'était des vrais livres en fait. Là, c'était la nécessité qui m'a poussé. C'est ça en fait. Le dessin pour moi, c'était là où j'ai commencé à casser le silence. Je regardais pas du tout les dessins animés ou les choses pas réelles. J'étais plus attiré par les documentaires, Donc à la télé, ben, même ma famille, en fait, ils ne comprenaient pas. Les gamins, ils regardent que des choses d'adultes. C'est plutôt une red flag, tu vois. Ouais, il va être malin, lui. C'est pas bien. Vaut mieux qu'il se calme, profil bas. Et ben, c'était pas le cas. Une barque, pour qu'elle avance, pour traverser la Méditerranée, arriver sur l'autre continent, l'Europe, il faut un peu l'alléger, il faut un peu jeter les poids sur la route pour que ça puisse avancer à la vitesse voulue. La famille a essayé de stopper le. Mais ils n'ont jamais réussi. Je continue, donc ça n'a jamais été. La famille, c'était pas le point de. C'était pas un sujet. Donc j'ai déjà dessiné des femmes très jeunes, déjà dessiné des seins, dessiné des bouches, c'était limite pour eux érotique et interdit. Et surtout interdit et par la loi de la famille, quoi, en fait, interne, tu sais, chez nous, un peu, par la pudeur et tout. Et puis après, c'était aussi par la religion. En fait, j'avais une tante qui faisait souvent Alger-Paris à l'époque. Et je sais pas, elle voulait changer de style ou j'en sais quoi, bref. Et j'étais gamin vraiment, j'étais jeune. Et elle m'offre une malle blindée de pacotille, dorée. Genre tout ce elle voulait jeter, quoi. Donc, beaucoup de boucles d'oreilles, beaucoup de dorures. Et du coup, ça m'a marqué. Pour moi, à l'époque, je pensais que c'était de l'or, c'était de la valeur, et puis c'était beau, c'était bien fait. Je les ai gardés longtemps d'ailleurs, ces bijoux fantaisie. Et du coup, après, bah, à chaque fois, en fait, je récupérais, quand je dessinais pour mes robes et tout, c'était les ornements pour mes robes et tout. C'était tout le temps inspiré de ces formes-là. Et le doré, d'ailleurs, il a fait longtemps mon ADN quand je suis arrivé à Paris. Elle a vu en moi quelque chose, je sais pas c'est quoi. Et puis c'était un peu la tante la plus extravertie, blonde platine, la fourrure, tout ça, tout ça, tout ça. Les années fin 80, 90. Du coup, je sais pas pourquoi elle m'a fait ça. C'était un beau cadeau et du coup, ça m'a marqué. J'ai dit, ben, là, je pense que tu vas attaquer quelque chose qui s'appelle la mode, quoi. Mais à l'époque, je savais pas c'était quoi la mode. Pour moi, je fais des vêtements, quoi, des Barbies, tout ça. Ma mère, elle était dans le milieu. Donc, ma mère, elle était dans l'industrie du prêt-à-porter à Alger pendant très longtemps. Et du coup, travailleuse de ouf, et on n'allait pas en vacances, donc du coup, elle nous emmenait aux usines, quoi, et elle nous cachait sous les tables de coupe. Et c'est là où j'ai eu mon premier contact avec les étoffes, et puis beaucoup de femmes. Déjà à la maison, il y avait beaucoup de femmes. Et puis quand on allait avec elle au travail, ben, beaucoup de femmes. Et du coup, ça m'a toujours impressionné par les parfums, les odeurs, les petits rouges à lèvres, les choses comme ça. Je suis tombé amoureux de la femme là. Exprimer son amour pour une femme, c'est l'habiller. J'étais premier de la classe, donc du coup, déjà chez nous, premier de la classe, tu vas faire avocat, médecin, pilote, le classique, quoi. Bon, ma mère nous a un peu éduqués sur, ok, et je veux que tu finisses ingénieur informatique, parce que c'était la tendance à l'époque. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai switché aux Beaux-Arts, j'ai fait les Beaux-Arts, parce qu'il n'y avait pas d'école de mode. Au moins, j'allais quand même affiner mon coup de crayon, étudier les couleurs, les perspectives, l'aplomb, tout ça, le dessin académique, j'adore tout. J'adorais aller. Et j'ai fini l'école, après les Beaux-Arts, j'ai fini designer mobilier, en fait. Opportunité comme ça qui tombe. Tu sais dessiner un lit à baldaquin et
et un j'en sais quoi. Et à l'époque, je parlais pas français comme aujourd'hui. Je savais même pas ce que c'était un lit à baldaquin. Et du coup, je dessine le truc, je fais des recherches et tout. Et j'ai fait 4 ans de design mobilier. Et avec l'argent du design mobilier, je faisais des robes à côté. Et j'emmerdais tout le monde. Donc c'était mes débuts de vie professionnelle. Parce que ma mère, c'était la condition. T'as ton bac à l'âge de 17 ans, donc la première fois. Je t'offre une petite machine, mais de temps en temps. Et puis en cachette, parce que bon, fallait pas devant tout le monde, parce que c'est pas un métier pour les hommes, et puis tout le truc. Et un ordinateur. Du coup, bah, je faisais un peu les deux, et après, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Je pense qu'ils pensaient pas que j'allais persévérer dans la mode. Et puis autour des femmes et tout. Ouais, ils pensaient un peu, avec un peu de prière, un peu de religion, un peu de tout ça, j'allais prendre le droit chemin. Mais c'était une spirale de 1 milliard de chemins, sans connaître l'adresse. Ma mère, en fait, le sujet, c'est que elle sait que son fils est le plus heureux quand voilà, quand il joue avec les tissus et quand il habille les femmes. Elle le sait, je pense que c'est une évidence. Ça. À côté, tout le poids de la société, de la famille, etc., vivante là-bas, elle ne pouvait pas faire face. Il faut beaucoup, je pense qu'elle avait déjà épuisé tout le courage et toute la force en nous éduquant, ma soeur et moi. Donc du coup, à un moment, je pense qu'elle a lâché le fil. Donc elle s'est mise plutôt devant que derrière moi pour ce métier. Elle n'a jamais été pour. Parce que chez nous, c'est pas un métier d'homme. Et puis je le suis toujours, hein. T'es maniéré, t'es fin, tu t'intéresses aux langues étrangères, tout ça quoi. C'est pas, à l'époque, c'était pas du tout des choses qu'on voyait chez les gamins pendant ces années-là quoi. Ils ont pas compris un truc. Ils ont nourri mon envie et mon ambition. À fois 10, 1 milliard. Parce qu'en fait, je suis arrivé à Paris, j'ai commencé chez Alexandre Vauthier, donc belle maison de luxe. C'est influencé, donc tu as envie de faire comme tout le monde et puis d'avoir beaucoup d'argent pour faire encore mieux que tout le monde, etc. Et puis tu rentres un peu dans le système un peu de la haute couture, où tu pousses un peu à la folie par moment. Et je suis resté dedans longtemps, quoi, à croire que j'allais finir soit comme Alexandre Vauthier ou comme, je sais pas, d'autres là. Et du coup, j'ai repris un peu mon ADN de naissance, de gamin, en fait. Là, je me suis reconnecté à l'humain, en fait. Là, maintenant, je suis incapable de faire quoi que ce soit dans mon atelier si j'ai pas le modèle chez moi à l'atelier. Donc, c'est l'humain qui me motive. L'énergie, les vibrations, la générosité de ces muses. Hein. Toute création que je fais est un rituel. Il y a toujours une petite histoire derrière, une petite blessure une petite plaie à recoudre, quelques paillettes là, par-ci par-là pour atténuer la douleur. Et puis, j'ai compris en fait qu'à un moment, on utilise sa passion, son métier pour guérir aussi. J'ai jamais été magazine de mode, expo mode, truc mode, télé mode. En gros, j'aimais bien mon côté inculte. J'aimais bien le fait que, ok, je suis à l'atelier, j'ai des feuilles blanches, j'ai envie de dessiner, j'ai aucune référence. Je commençais à connaître les designers récemment en venant à Paris. Bon, avant, je connaissais Saint-Laurent, Karl Lagerfeld, parce que c'était voilà, les stars de l'époque, et puis quelques marques voilà, que ma mère portait, mais c'est pas ça qui m'intéressait dans la mode. Donc, au début, oui, ça m'a un peu titillé, mais rapidement, j'ai arrêté. J'ai fait beaucoup d'arrêts, j'ai fait beaucoup de temps de pause hein, pendant ma carrière, là, les dernières années. Là. Parce que j'étais en train de chercher exactement, c'est quoi le but? Est-ce que je suis là en plus? Est-ce que je mérite cette place? Est-ce que je suis là pour faire autre chose? Est-ce que tu tiens quoi? Est-ce que tu veux continuer? En fait, à chaque fois, oui, j'ai envie de continuer, mais... Et cette année, j'ai eu le déclic, incroyable. Comme à mon enfance, c'est incroyable. Là, le défilé de janvier, c'était exactement un schéma incroyable. J'ai eu pas mal de soutien d'amis qui voulaient que je reprenne un peu la couture et que je défile à la haute couture, là, en janvier. Et pour moi, c'est juste pas possible. J'avais 13 centimes sur mon compte pro et c'est mort, quoi. Tu iras pas loin. C'est pas possible. Je peux pas. On me dit non, c'est possible, on sera là. Il s'est passé quelque chose de. Voilà, c'était la nécessité. Donc voilà, on me trouve le showroom, on me trouve. Les moyens humains étaient là et il fallait que je crée. Donc en gros, il y avait tout sauf la collection, un mois avant la date et tout. Et là, en fait, j'ai refonctionné comme quand j'étais gosse. T'as pas, bah, tu crées ce qu'il n'y a pas. C'est ce que j'ai fait. C'est que j'ai pris des chutes, j'ai fait des micmacs, du jean, upcyclé de ouf, mais sans trop marquer le sujet. Je maîtrise pas trop le sujet, donc du coup, j'ai plus parlé un peu, voilà, quand tu es designer jeune, étranger à Paris et t'as pas de thune, bah écoute, tu vas pas chercher la thune parce qu'il n'y a pas. Et du coup, ce que tu as déjà comme l'espace qui est là, il est rempli de choses, mais est-ce que ces choses-là servent à quelque chose? Là, elles vont servir. Du coup, j'ai tout fait avec des chutes. Et après, on a tout repeint avec de l'acrylique blanche.
Et ça a fait un rituel, quoi, pour moi et pour tous les modèles. Incroyable. Et tous les designs, en fait, c'était nécessité, quoi. J'ai besoin de cette robe pour cette histoire-là, j'ai besoin de ce haut pour cette histoire-là. Moi, je rentabilise mon existence, je pratique, je suis actif quand je veux. C'est une réussite. Mon existence est une grosse résolution déjà, je sais pas, est-ce que c'est arrogant ou pas, je m'en fous, mais déjà ça pour moi, je liste rien en fait. Déjà, je me lève le matin et je switch en mode ok là, je me prépare, je vais travailler. Même si j'ai rien sous les dents, j'ai rien du tout. C'est ça le challenge là, se lever et aller vers l'inconnu. Parce que je sais pas, mes journées ne se ressemblent pas du tout, les commandes elles sont différentes par nécessité. Donc j'ai une marque de street et puis je continue la couture, je fais des costumes. Donc ma journée, j'ai une main là et l'autre là, quelques doigts par-ci, quelques doigts par-là. Donc c'est ça mon plus gros challenge, c'est je me lève et c'est quoi l'inconnu quoi. Mais c'est excitant, c'est trop beau. Je déteste cet exercice qu'on appelle chez nous dans la mode les recherches d'inspi, les mood boards. Allez créer, prenez un crayon, soyez. Surpassez-vous quoi. Comment tu veux que l'humanité avance en fait si on est toujours dans le recyclage de l'image de l'autre, l'image d'avant, l'image qui n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Il n'y a plus de créateurs là aujourd'hui. Là tu sors une rame et un crayon pour un DA d'une marque, tu lui dis bon vas-y allez, on va la bouffer la rame là, bah, il va même pas faire deux lignes droites. J'ai papillonné en maison, je suis pas resté longtemps, et tant mieux. Voilà, je pique, je vois un peu comment ça marche, bah ok, ça m'impressionne pas, c'est bien, c'est beau, ok, mais je peux aller moi exercer, me tromper, déformer mes lacunes. Là c'est le vrai exercice de maître. C'est pas appliquer l'école et puis les règles. Là on est dans une répétition, surtout avec les réseaux sociaux, de tous les exercices. Donc à un moment, c'est là en fait où on perd l'inspiration, on trouve rien du tout en fait. Faut voir ce que je subis sur les réseaux sociaux comme commentaires et tout. J'ai été menacé de mort parce que je portais un kilt à Londres en 2016 et j'ai posté la photo. Ils sont pas ouverts sur le monde, quoi, donc ils savent pas trop c'est quoi là. Ils vont d'abord t'insulter, puis te menacer, puis t'insulter, te lyncher et tout, avant de commencer à avoir un peu l'idée d'aller voir c'est quoi cette chose. Un kilt, je le porte à Londres, je vais pas le porter à la Mecque. Ma plus grande réussite, c'est tous ces petits bouts d'échecs qui ont fait ce Zino d'aujourd'hui, avec deux N. En fait, l'échec, pour moi, pareil, il ne se mesure pas tout comme la réussite. Un échec, c'est un échec. Une expérience, c'est une expérience. Une réussite, c'est une réussite. On est tous différents. Et puis, chacun met ce qu'il veut comme limite. Moi, j'ai pas de limite. Il y a des gens un peu qui acceptent tout parce que en fait, c'est un milieu qui est basé sur le prestige, qui est basé sur l'image, même si on est sous-payé, mais on va dire ouais, je travaille chez tel ou chez tel. Et du coup, les clones en fait, ils commencent tous à se ressembler, à porter des uniformes, des marques. On arrive tel siège ou tel siège, ils sont tous de la marque de ce groupe-là, de cette marque-là, habillés mais pareil. Donc on perd l'authenticité, on perd l'originalité, on perd l'humain. Et par la pensée, et par le quotidien, ils mangent tous la même chose, ils vont tous le midi au même resto, ils s'habillent tous pareil, ils sont tous un peu esclaves de leur marque, sous-payés, maltraités, rabaissés. Leur talent est jugé chaque seconde que Dieu fait, en maison. Et je sais de quoi je parle. Et à un moment, soit tu restes et tu te perds, en fait, soit tu quittes et tu assumes.